C'est une ville connue pour la qualité de ses vins dans le monde entier et même au-delà. Vous ne me croyez pas? Venez voir. Vous voyez? Sur la Lune, il y a un cratère qui s'appelle Saint-Georges. En fait, c'est un hommage qui a été rendu aux membres de la mission Apollo 15 en 71 lors d'une mission sur la Lune, aux vins produits ici, du côté de Nuits Saint-Georges. Alors Nuits Saint-Georges, c'est le point de départ de notre balade du jour à travers la Côte de Nuits. C'est une émission au cours de laquelle nous vous parlerons également du prix des terres viticoles, nous parlerons du métier d'œnologue et puis nous terminerons de façon gourmande avec un chef qui va nous préparer une recette et qui va nous parler des vins qu'il aime servir avec. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts, and chocolate. Carrot, radish, cabbage, celery, whole wheat sandwich, and cucumber. La Côte de Nuits est un vignoble étroit qui s'étale sur une vingtaine de kilomètres du nord au sud de Nuits Saint-Georges. Elle commence sur la commune de Dijon au nord pour s'arrêter à Corgauloin au sud, où elle laisse la place au vignoble de la Côte de Beaune. Sur cette zone très étroite, au maximum 800 mètres de large, mais parfois à peine 200, sont élaborés essentiellement des vins rouges parmi les plus réputés au monde. Ce sont des vins rares. La production de la Côte de Nuits représente moins de 0,3% de la production totale de vin en France. Autrement dit, une goutte d'eau au niveau mondial. Le cépage largement dominant ici, c'est le pinot noir, qui donne des vins aux arômes de fruits rouges lorsqu'ils sont jeunes, cassis, cerises, framboises, et qui évolue avec le temps vers des parfums plus complexes d'épices, de sous-bois, voire de truffes. La Côte de Nuits est découpée en 10 appellations communales. Elle compte également 135 premiers crus, 24 grands crus, dont un blanc, le Musigny. Paradoxalement, Nuits Saint-Georges, qui donne son nom au vignoble, n'a aucun grand cru. On ne le dirait pas, mais nous sommes ici sur la commune de Dijon, au milieu des vignes, mais à Dijon. On est au début de la Côte de Nuits. Autrefois, ici, il y avait beaucoup de vignes, on faisait des vins plutôt de bonne qualité. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vignerons à exploiter, quelques parcelles. Et nous avons rendez-vous justement avec l'un d'eux, c'est Sylvain Pataille. Sylvain Pataille, vous êtes en pleine vendange, on voit. Oui. Quel type de raisin vous récoltez là en ce moment? Aujourd'hui, c'est des raisins qui viennent de deux très belles vignes, dont une très très vieille, qui viennent du Chapitre et Valandon. C'est des vignes qui entourent le cimetière de Chenôve, qui sont des vignes réputées depuis de longue date. Alors, ça veut dire tout ça qu'il y a des vignes ici depuis longtemps? Oui, il y avait de très très grands terroirs sur Talent, Plombières, Day. Il en subsiste quelques-uns encore. La Fontaine d'Ouche était également très très cotée. Alors, on faisait quel type de vin? C'était plutôt du blanc, du rouge ici hein? Plutôt du rouge, mais on trouve des traces, des écrits parlant des blancs du Montrecu issus de Pinot Blanc, qui seraient comparables à des grands blancs de la Côte de Beaune. C'est à quelle époque ça? 16e, 17e. Mais il y avait déjà des vignes avant? Ah oui, ah oui, oui. Ça remonte, les vignes, les plus anciennes, elles remontent à quand? comme le reste de la côte en Bourgogne, ça a en gros 1500 ans, hein, l'époque gallo-romaine. Ce vignoble, il a disparu ou il s'est réduit à partir de quoi? C'est au moment du phylloxéra, c'est ça? On va dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu effectivement le phylloxéra, mais il y a eu un déclin progressif des côtes du Dijonais et qui a tout axé sur la culture du gamay. C'était une époque où on avait besoin de beaucoup de vin. Et puis après l'urbanisation des années 30, après la Grande Guerre, on voyait déjà des terroirs disparaître. Et l'urbanisation galopante ensuite, des années 50-60, qui a vu disparaître bon nombre de très beaux terroirs sur la Fontaine d'Ouche, sur Talent, sur Plombières. Alors aujourd'hui, on en est où? Il y a quand même quelques vignes, puisque vous êtes en train de vendanger des raisins de ces vignes-là. Oui, il y a une bande de terre, il y a une grosse cinquantaine d'hectares de vignes qui a été préservée. Ce sont des terrains qui sont toujours aussi qualitatifs? Qui l'ont toujours été et qui le seront toujours. On a la chance, c'est un cadeau du ciel.
d'avoir des sols argilo-calcaires sur lesquels on a enfin compris que le Gamay n'avait pas sa place. Le Pinot a retrouvé sa place, on va dire, progressivement, mais surtout depuis les années 60, 70. Qu'est-ce qui caractérise les vins de ces terroirs de Chenôve, Dijon, du nord de la Côte de Nuit? Je serais tenté de dire beaucoup de race, beaucoup de noblesse. Voilà. Mais en tout cas, des grands terroirs qui ont le caractère des très grands vins de la côte. Voilà. Sandwich and cucumber, cucumber. La Côte de Nuit et la Côte de Beaune sont surnommées les Champs-Élysées de la Bourgogne. Autant dire qu'ici, la terre viticole est chère, très chère. Comment faire aujourd'hui quand on est un jeune viticulteur pour s'installer ou pour acheter seul des parcelles? C'est le dossier du mois. Ici, là, c'est un clos d'environ 3 hectares qui est le clos du hameau de Blagny en premier cru. J'avais vraiment envie d'avoir un joli blanc et d'autant plus un premier cru. Et le village de Puligny étant un des villages les plus prestigieux en Bourgogne, c'est vrai que pour moi, j'espérais avoir une parcelle comme ça un jour et ça s'est réalisé là en début d'année. Pourtant, rien n'était gagné pour ce jeune vigneron. Car dans ce coin sont faits certains des plus grands vins blancs au monde. Le prix des terres peut donc atteindre des sommets jusqu'à 2 500 000 € l'hectare. Une somme impensable pour la plupart des viticulteurs aujourd'hui, sauf à s'endetter lourdement sur une période très longue. La moyenne, si on parle des appellations villages, elle va être à 30 ans ou une trentaine d'années, 40 ans. Et dès qu'on monte en premier cru, là on passe à 50, 60 en fonction des premiers crus. Pour pouvoir l'acquérir, Julien a donc dû faire appel à la SAFER, un organisme d'intérêt public dont une des missions est la régulation des transactions foncières. Un service aujourd'hui indispensable ici, le prix des terres viticoles ne cessant de croître. On est sur un petit vignoble, 9500 hectares en Côte d'Or, c'est quand même c'est peu à l'échelle du vignoble mondial. La grosse pression, elle se fait sur les grands crus parce qu'ils s'en vendent très très peu. Et puis quand on descend en gamme, on retrouve des prix sur lesquels la plupart des professionnels se retrouvent. Pour éviter la flambée des prix, la SAFER repère les parcelles à vendre, négocie un prix avec le propriétaire et publie l'offre. À Puligny, il y avait 60 candidats, ce qui laisse imaginer le prix atteint si la transaction n'avait pas été encadrée par la SAFER. Finalement, 3 candidats ont été choisis, dont Julien, qui a acquis 17 arts au prix de 270 000 €. C'est un jeune, donc c'est dans les priorités de la SAFER, dans ses missions. Parce que de surcroît, il est hors cadre familial. Donc c'est un effort énorme pour un hors cadre familial d'arriver à pénétrer le monde de la viticulture. C'est aussi simple que ça. C'est la profession viticole qui a fait le choix pour l'essentiel, des vignerons, des négociants de plus en plus concernés et qui souhaitent que les récentes ventes du Clos des Lambrets, du château de Pommard ou du château de Gevrey-Chambertin, vendues très cher à des investisseurs, restent des exceptions. Sandwich and cucumber, cucumber. Nous poursuivons notre découverte de la Côte de Nuit par une halte à Gevrey-Chambertin. C'est une des appellations les plus connues de Bourgogne, une des plus anciennes aussi. Pour en savoir plus, nous retrouvons au milieu des vignes Jean-Michel Guillon, le président de l'appellation. Jean-Michel Guillon, on est ici à Gevrey-Chambertin et c'est l'appellation la plus importante de la Côte de Nuit, hein, c'est ça? Absolument, c'est l'appellation la plus importante de Côte de Nuit avec 600 hectares de vignes groupant les premiers crus, les grands crus et les villages. Alors, qu'est-ce qu'on voit autour de nous là? Non, ici, tout ça, c'est du Gevrey. Hein. Alors, tout ça, c'est du Gevrey. Ici, nous sommes dans un secteur de premier cru qui s'appelle les Champonnais. C'est très plat, hein? C'est un peu vallonné ici et ça se termine sur le plat là. Et de l'autre côté, ce sont les villages. Là, ici, c'est la Comble-Lavaux qui repart sur Brochon. Vous avez des premiers crus prestigieux comme les Clos Saint-Jacques, comme les Combes aux Moines que vous avez en face. Vous dites prestigieux parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont plus prestigieux qu'ici? Ah bah écoutez, il y a un meilleur ensoleillement, donc ils sont plus connus. C'est un très très beau terroir. Ils sont mieux exposés, c'est ça quand vous parlez? Absolument, ils sont quand même mieux exposés. Ici c'est plutôt un secteur froid, donc quand vous vendangez, il faut attendre dans les derniers jours pour vendanger ici. Alors que là-bas, vous pouvez attaquer un peu plus tôt. Il y a une meilleure exposition. Ici, on fait que du rouge à Gevrey-Chambertin. Absolument, que du rouge, c'est une tradition. Gevrey-Chambertin est un terroir de rouge. Pour les premiers crus, les villages et les grands crus, bien sûr. Alors, c'est quel type de vin, le Gevrey-Chambertin en général? C'est catalogué comme un vin assez puissant, à apprécier généralement des connaisseurs
plutôt des personnes venant du nord de l'Europe. Les Anglais aiment beaucoup les vins puissants, avec de la finesse bien sûr, mais la caractéristique essentielle sont des vins puissants, beaucoup plus puissants que notre village d'à côté, qui est Chambol-Musigny ou Moret-Saint-Denis. Ça veut dire que s'ils sont puissants, souvent les vins puissants les consomment, c'est plus des vins de garde, c'est ça, il faut attendre un peu pour les consommer? Absolument, c'est prévu. En général, ce sont des vins qui sont consommés un peu plus tard dans le temps. On va compter 5-6 ans minimum pour commencer d'ouvrir une bouteille de Gevrey-Chambertin. C'est une appellation qui est connue depuis très longtemps. Il y a des fouilles qui ont été faites ici, qui prouvent que... Absolument, absolument. Il y a, on va dire, il y a 1000 ans, sur Gevrey-Chambertin, on produisait déjà dans le bas du village, mais on a retrouvé effectivement des jarres et quelques vignes ou quelques... Ah oui, des amphores. Absolument, qui devaient contenir du vin, qui étaient alignés d'ailleurs, qui représentent sûrement un lieu de stockage. And we eat and cucumber. C'est avec Lilian Mollet que nous avons rendez-vous maintenant, près de la parcelle la plus mythique de Bourgogne, et même d'ailleurs. Lilian, vous allez nous parler des grands crus aujourd'hui. Au milieu du plus célèbre, la Romanée Conti. Oui, magnifique sous ce soleil. Dites-moi, c'est quoi un grand cru? C'est les plus grands terroirs bourguignons, le meilleur de la Bourgogne, 34 terroirs qui ont été délimités, on va dire, à la fin des années 30. Alors, les vins bourguignons, ils étaient déjà classés. Au 19e siècle, on parlait de cuvées hors ligne ou de têtes de cuvée. Et globalement, c'est ces têtes de cuvée qui sont devenues les grands crus au moment du classement dans les années 37-38. Alors, comment ils se sont constitués? Historiquement, pour faire simple, c'était les meilleures vignes des villages, celles où on faisait tout le temps des bons vins. Des vins qu'on vendait plus cher, des vignes qu'on vendait plus cher. Donc les noms sont devenus un petit peu symboliques, un petit peu connus, au point de les associer aux communes, Gevrey-Chambertin ou Puligny-Montrachet. Puis c'est aussi des parcelles qui parfois ont été portées par l'histoire ou par leurs propriétaires. Le prince de Conti ici pour la Romanée Conti bien sûr, ou les moines de Cîteaux pour le Clos Vougeot par exemple. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces grands crus, quand ils ont été classés, ils n'ont pas tous été classés. Il y en a quelques-uns qui sont restés de côté, et pas toujours pour des raisons de qualité. Exemple, les Saint-Georges à Nuits, terroir le plus connu, le plus qualitatif de Nuits. Mais le plus gros propriétaire des Saint-Georges, c'était monsieur Henri Gouge. Et monsieur Gouge, c'était un des grands artisans du classement des appellations d'origine. Alors, il a voulu rester modeste, il n'a pas voulu se mettre en avant et il n'a pas poussé ces Saint-Georges qui ne sont pas devenus grands crus. Est-ce qu'il y en a des nouveaux qui se créent aujourd'hui de ces grands crus? Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de terroirs bourguignons qu'on considère comme des grands crus virtuels alors qu'ils sont que des premiers crus dans leur classement. C'est les Amoureuses à Chambol, c'est le Clos Saint-Jacques à Gevrey. Il y a eu des corrections aussi, des terroirs qui sont devenus des grands crus. 1980, le Clos des Lambrais, Moret-Saint-Denis. 1989, juste là-bas derrière, la Grande Rue à Vosne-Romanée qui a été classée grand cru. Il faut faire une remarque et dire que c'est un jackpot extraordinaire pour les propriétaires quand on devient grand cru et que ça suscite beaucoup de jalousie dans les villages. Mais j'imagine c'est pas simple, comment on fait? Il faut donner des quartiers de noblesse et d'antériorité, prouver qu'il y a 200, 300 ans, on faisait partie des plus grands vins de la région et qu'on considérait que les vins y étaient toujours bons. Et puis il y a des dossiers en cours en ce moment justement, les Saint-Georges, à Nuits on en parlait, Pommard qui souhaite aussi avoir des grands crus avec les Rugiens, les Epneaux, le Clos des Epneaux. C'est des demandes légitimes qui vont peut-être probablement aboutir. C'est des demandes aussi qui suscitent pas forcément l'enthousiasme de tout le monde dans les propriétaires de grands crus parce que certains pensent qu'on risque de diluer cette excellence absolue que sont les grands crus. C'est toujours des dossiers très très sensibles, les grands crus. J'imagine. Merci Lilian. De rien. And we eat and cucumber. C'est dans un haut lieu touristique et historique que nous poursuivons notre balade au Clos de Vougeot. Le château est la propriété aujourd'hui de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Et c'est l'un de ses membres qui nous raconte l'histoire de ce lieu et du domaine viticole, une histoire emblématique de toute la Côte de Nuits. Louis-Marc Chevignard, on est dans le Clos de Vougeot, qui dit Clos dit mur, on le voit derrière nous. On commence par la fin, si je peux dire, parce que le mur, c'est ce qui a terminé le clos. Les moines ont construit un mur, il fait 5 km, il entoure les 50 hectares. Il a été construit quand ce mur? 1420, 1430 par là, sachant que les premières vignes remontent à 1100 ou quelque chose comme ça. Qui est-ce qui les a plantées, ces vignes ici? Eh bien, c'est pratiquement les moines de Cîteaux, pratiquement tous. Il a fallu qu'ils plantent, il a fallu qu'ils achètent, il a fallu qu'ils échangent. Pour pouvoir constituer comme ça un domaine de cette taille. Et ça a mis 200 ans quand même.
Les moines sont vraiment des personnages importants dans la constitution donc de ce clos, de ce domaine, mais comme de la Côte de Nuit en général, non? Je dirais au-delà, oui, de toute la Bourgogne. Et c'est eux qui ont travaillé, qui ont amené des nouvelles méthodes, qui ont constitué ces terrains et surtout qui les ont trouvés au bon endroit. Ils sont arrivés ici et 900 ans plus tard, c'est toujours un grand cru. Rien n'a été retouché. Toutes les appellations qu'ils ont trouvées, qu'ils ont plantées, qu'ils ont bichonnées, eh bien, ça reste les mêmes. Ça reste des grands crus ou des premiers crus ou des climats selon. Et chacun à son niveau. On n'a pratiquement rien retouché depuis 900 ans. Quand est-ce que les moines ont perdu leur influence ici? Parce qu'il y a un moment, les moines, ils sont ils ont partis déjà quelque tout part. perdu à la Révolution française. C'est ça, c'est la Révolution française. 1789, tout est parti d'un côté, les vignes d'un côté, le château de l'autre. Vous savez qu'en Bourgogne, on parle des climats, ce sont des petites parcelles. Eh bien, ça a commencé à la Révolution, tout a été vendu, revendu, coupé en deux, recoupé, et pour arriver à parfois 2 rangs de vignes pour un seul propriétaire. Est-ce que vous sauriez me qualifier le clos de Vougeot comme vin? C'est quoi ces caractères? Il y a une vingtaine de climats à l'intérieur du clos. Donc ça veut dire qu'il y a différentes parcelles à l'intérieur. Donc les vins ne sont pas uniformes sur cette parcelle? Les vins ne sont pas uniformes, et d'autant plus que même un climat est divisé entre plusieurs propriétaires. Vous voyez que ça devient un petit peu compliqué, mais c'est typique de notre région. Vous allez retrouver des arômes de violettes, de fruits rouges, alors plus ou moins de tanins selon les années, selon comment il a été vinifié. Et je pense que vous trouverez beaucoup de clos de Vougeot différents, et c'est ce qui fait le charme de la Bourgogne. Witch and cucumber, cucumber. Nous quittons la Côte de Nuit un instant pour Lyon à la rencontre d'un œnologue. L'œnologue est celui qui élabore le vin dans un domaine ou dans une maison de vin. Mais que fait-il exactement? Réponse avec Didier Séguier à Chablis, que nous avons rencontré lors des vendanges. Là, c'est un pépin qui est mûr. C'est un rituel. Chaque jour depuis que les vendanges ont commencé, Didier Séguier fait le tour des parcelles du domaine et goûte les raisins. Une étape essentielle pour connaître la maturité des baies et des pépins. Dans notre métier, la partie la plus importante reste la vigne, reste le terroir, restent les pratiques culturelles que l'on va appliquer sur cette vigne. L'œnologie est là pour transcender le terroir, mais on ne va pas changer la face du monde dans la cave. Si on n'a pas des grands raisins, on ne fera pas de grands vins. C'est comme un cuisinier, s'il n'a pas une très grande matière première, il ne fera pas un grand plat. Et comme un cuisinier doit connaître la qualité de ses produits pour les accommoder au mieux, Didier Séguier veut connaître ses raisins pour savoir comment les vinifier ensuite. C'est un super raisin. On a beaucoup de chance cette année malgré un été médiocre. À peine fini le tour des parcelles, le domaine en compte 90. Autre rituel pour notre œnologue, le détour par la salle de tri. Bon, ça se passe bien. C'est là que l'œnologue vient vérifier la qualité des raisins et voir si les feuilles et les baies pas mûres ont bien été enlevées. C'est aussi parce que j'aime ça. J'aime bien toucher le raisin, voir à quoi ça ressemble, la texture. Voilà. À peine le temps de s'attarder, direction ensuite la cuverie. C'est là qu'a lieu le pressurage des raisins, différent à chaque millésime et pour chaque parcelle. L'objectif, c'est de faire des pressurages très doux, pas forcément très courts, mais tout en douceur, avec une extraction des jus à des très faibles pressions. On va éviter d'extraire trop de matières herbacées qui sont dans la rafle, qui sont dans les pépins, qui sont dans la pellicule. De nouveau, Didier Séguier goûte le jus pour avoir une idée de sa richesse en sucre et la façon dont il va le vinifier. À partir de là, tout est fait, estime l'œnologue. La vinification. C'est un suivi, il faut être patient, il faut goûter régulièrement. Chaque semaine, on va déguster toutes les cuves, tous les fûts, pour suivre l'évolution et intervenir quand il le faut et au bon moment et à bon escient. Il s'agit là pour l'œnologue de veiller, surveiller, faire des choix et agir juste ce qu'il faut afin que chaque année le vin soit la plus belle et la plus juste expression de ce que les vignes ont donné. Witch and cucumber, cucumber.
Retour au cœur de la Côte de Nuit, à Nuits-Saint-Georges, chez un restaurateur amoureux des vins de ce vignoble, qu'il aime marier à des plats aussi chaleureux que lui. Rendez-vous avec René Pianetti. René Pianetti, bonjour. Bonjour Myriel. Alors vous faites de la cuisine depuis à peu près 30 ans. Eh oui. Comment ça vous est venu ce goût? Tout simplement dans la famille, avec mes origines italiennes. Alors autant du côté italien que du côté français, les grands-mères cuisinaient très bien. Ma mère cuisine bien, mes sœurs cuisinent bien. Donc voilà, il y avait un terrain un peu propice à la base. Comment ça se passait? Vous les regardiez travailler On goûtait. Vous goûtiez? Absolument, oui, oui. Il y avait toujours quelque chose qui mijotait à la maison. Et donc ça vous est venu très tôt, cette passion? Très très tôt. Mon premier coup d'essai, c'est une bûche de Noël alors que j'avais même pas 8 ans. Et alors le résultat? Catastrophe. Alors, vous me parliez de vos origines italiennes, ça veut dire que votre cuisine, elle est un petit peu influencée par ça? Oui, elle est carrément influencée. Mes premières heures de travail ont été faites dans la région, à Dijon, avec des chefs très classiques. Donc j'ai un socle vraiment classique. Et ensuite, très rapidement, je suis parti sur la Côte d'Azur une dizaine d'années. Donc ça veut dire que vous cuisinez quoi? La tomate, l'huile d'olive, les herbes, des choses comme ça? Oui, beaucoup. Alors, quand je suis revenu de la Côte d'Azur, c'était une cuisine très méditerranéenne. Aujourd'hui, c'est un peu un mix avec des socles classiques, encore une fois, parce qu'on revient toujours à ça. Et puis après, c'est teinté un petit peu de Méditerranée, mais il y a aussi d'autres influences. Alors, je vous ai demandé de nous préparer quelque chose pour l'émission. Vous avez choisi quoi? Alors, aujourd'hui, je vous propose un pavé de cabillaud brûlé à la moutarde avec une purée de pommes de terre agrémentée de citron confit, de pignons torréfiés et puis d'une petite sauce vierge. Donc, une sauce vierge, c'est juste de l'huile d'olive avec un petit peu d'aneth, des dés de tomate. Comment on le prépare, ce plat? On va enduire le poisson, on l'assaisonne, on l'enduit de moutarde, on le brûle à l'aide d'un chalumeau et on finira sa cuisson au four. Parallèlement à ça, on peut préparer notre purée de pommes de terre dans laquelle on ajoutera des graines de pignon torréfiées, des petits triangles en paysanne de citron confit, de l'huile d'olive, un petit peu d'ail pour renforcer un petit peu les saveurs. Et puis ensuite, on met juste un petit cordon de cette sauce vierge qui est composée juste d'huile d'olive, d'aneth hachée et de dés de tomate. Et alors, vous servez ce plat avec quel type de vin? Je vous propose ce plat avec un Nuits-Saint-Georges blanc. C'est une dégénérescence du pinot noir de Bourgogne, qui s'appelle en définitive le pinot gouge. Et donc, on obtient un magnifique blanc totalement atypique. On sent quoi? Il y en a qui sont un peu plus floraux, les autres qui seront un peu plus végétaux, les autres qui seront un petit peu plus ronds ou d'autres un peu plus secs. Aujourd'hui, il doit y avoir environ une dizaine de producteurs à Nuits-Saint-Georges sur la centaine qui existent, qui, je ne dois pas me tromper de beaucoup, qui font ce Nuits-Saint-Georges blanc. C'est quoi? C'est l'acidité du vin qui va Absolument. se combiner avec les éléments justement un peu plus chaud. Oui, exactement. Si on propose un accord avec des vins d'autres régions ou voire d'autres pays, vous proposeriez quoi, vous? En Provence, il y a de très belles choses qui se font. Dans la vallée du Rhône, il y a des choses magnifiques qui se font. En Italie ou en Espagne aussi. Ces vins qui viennent un petit peu du sud, pourquoi vous les associez à votre cuisine? Parce que vous aimiez la fraîcheur du vin blanc de Bourgogne pour aller sur un plat qui est un peu chaleureux. Pourquoi vous cherchez un vin qui est un petit peu plus... Ça va être une histoire de climat. On n'arrive jamais à manger mieux que sur les endroits où sont produits les plats, où ont été créés ces plats, accompagnés de leur vin, de leur propre région, parce qu'il y a cette espèce d'alchimie, cette justesse dans le plat comme dans le vin, et ce mariage qui se fait d'une meilleure manière. Évidemment, ça n'est qu'une partie de la Côte de Nuit que nous avons traversée aujourd'hui. Le reste, ce sera pour une prochaine balade. En attendant, je vous donne rendez-vous sur le site et le blog de Millésime. Rendez-vous également mi-novembre pour une émission consacrée à la vente des vins des Hospices de Beaune. Puis moi, je vais profiter de cette belle onothèque pour réviser pour un prochain millésime.